Bien bonjour, ici Steven Lefrançois et je parle au nom de Le Bras de Fer des films pour faire aussi ma petite part comme GF du top 10 des 10 films qui nous ont influencés, qui a été parti par Sylvain Desmenties et Sébastien Bouchard. Puis Jean-François a décidé d'en faire un, puis ça m'a donné envie de suivre un peu la gang, tout le monde le fait. Fait que je me dis, crime, ça me donne envie, puis tout le monde a l'air dans le mood de faire ça, puis c'est vraiment le fun, c'est intéressant de savoir tel ou tel film, pourquoi il était influencé. Fait que je trouve ça bien. La seule différence, c'est que moi, j'ai pas un bon équipement. J'ai juste mon cellulaire qui tient sur une chaise devant mon dictionnaire, pas vraiment d'éclairage génial. Fait que j'y vais bien simple et sans professionnalisme. Je tiens aussi à préciser que c'est pas forcément tous des films qui seraient dans mes meilleur film à vie, quoi qu'il y en a dedans, mais c'est vraiment juste des trucs qui ont une raison particulière de m'avoir influencé dans la vie ou qui, j'en garde une importance vraiment grande. Fait que commençons sans plus tarder. Mon premier, Child's Play de Tom Holland. Child's Play, c'est mon premier véritable film d'horreur. Fait que c'est ce film-là qui a fait en sorte que j'avais envie de découvrir plus, que j'avais envie de voir tout ce qui touchait à l'horreur. Puis j'étais très jeune quand je l'avais découvert parce que c'est mon père qui l'a enregistré sur une vieille VHS à TQS lorsqu'il jouait avec les annonces de Canadian Tire. J'ai encore la VHS, puis c'est vraiment drôle de voir les vieilles annonces. Puis ça m'a vraiment rendu accro au cinéma d'horreur dès mon jeune âge, mais en même temps, ça m'a fait réaliser d'autres choses. Non seulement ça a déclenché mon amour pour le cinéma d'horreur, mais ça m'a fait aussi comprendre que mon père est pas quelqu'un qui est capable de s'exprimer. Je veux pas y aller dans les violons sentimentaux, mais mon père, c'est quelqu'un de très renfermé sur lui-même. Il a de la misère à dire je t'aime. Je l'ai jamais entendu, je pense, dire je t'aime à ma mère ou à moi. Mais je sais qu'il l'aime. Ça fait aucun doute, puis ça fait des années qu'ils sont ensemble, puis je sais que mon père m'aime. Mais je crois que les moments où je me sentais le mieux avec mon père, puis que j'arrivais à ressentir qu'il était bien avec moi, c'est lorsqu'on écoutait un film d'horreur. Puis quand j'écoutais Charles Play avec lui, ça a été la première fois que j'écoutais un film avec mon père vraiment côte à côte sur un divan, juste nous deux. Puis je me suis senti vraiment bien. Puis je l'ai ressenti. C'est sûrement un truc par efficace, mais je l'ai ressenti que il apprécie autant le moment que moi entre père et fils. Fait que depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout le temps eu du plaisir à écouter puis à proposer à mon père des films puis à lui dire hey, ça tente qu'on écoute un film là ou peu importe là. Puis on s'installait avec du popcorn, de la liqueur, puis on écoutait ça, puis j'étais juste bien avec mon père. Fait que merci Chucky. Bon. The Rocky Horror Picture Show. J'ai découvert ce film-là adolescent. Je voyais la pochette au Vidéotron et ça avait peur d'un film d'horreur. Fait que c'est par contre un des seuls que j'avais jamais loué. J'ai loué toutes les VHS qu'il y avait, il me restait pratiquement juste celui-là. Je me suis dit, je vais le louer, je vais l'essayer. J'étais pas un amateur de films musicaux, je l'ai pratiquement pas écouté dans ma vie lorsque j'ai écouté Rocky Horror Picture Show. Fait que lorsque j'ai découvert le film, que je l'ai commencé, je suis tombé en amour avec le générique, avec les lèvres, la chanson Double Feature. Je suis tout de suite devenu accro au style musical. J'ai adoré toutes les chansons du film. Ça m'a juste donné envie de découvrir les autres films musicaux. J'ai découvert Grease, c'est un autre registre évidemment, mais j'ai écouté tous les classiques par la suite. Mais la plus grande importance pour laquelle j'accorde un amour particulier à Rocky Horror Picture Show, c'est qu'au secondaire, j'étais con. Je vais juste te dire, j'étais vraiment con. Là, j'ai entendu de Pierre, ouais, toujours con. Mais j'étais vraiment con. J'étais comme les autres ados qui faisaient juste écœurer les autres, critiquer. Puis j'avais un dans ma classe qui était homosexuel, puis il arrêtait pas de se faire martyriser. J'ai participé un peu à ça. J'ai pas été aussi hard que les autres, mais je participais aussi pour me sentir cool, pas accepté dans le groupe. Puis, tu sais, il se faisait écœurer juste parce qu'il était différent. On savait qu'il était gay parce qu'il s'en cachait pas, mais son style vestimentaire, la manière qu'il s'habillait, tu sais, il était juste bien différent des autres à cause de ça. Puis, à un moment donné, quand j'ai écouté The Rocky Horror Picture Show, ça m'a fait réaliser, puis c'est pas forcément le message du film, mais je sais pas pourquoi, ça m'a fait juste déclencher la petite bébé dans ma tête, puis à me dire, ça n'a aucun bon sens ce qu'on est en train de faire là. Je pense que n'importe qui a le droit de s'habiller, d'aimer qui il veut, d'être ce qu'il veut, d'apprécier ce qu'il veut, d'être comme il est, naturellement. C'est pas quelque chose qu'on décide. Je veux dire, on décide pas de tomber en amour avec une personne en particulier. Ça m'a juste fait réaliser qu'il faut juste accepter les gens comme ils sont, puis d'arrêter de juger, puis faire de la merde absolument pour rien.
Puis je me suis senti vraiment mal par la suite pour la personne dans ma classe. Mais j'en suis quand même fier parce que j'ai quand même pris mon courage à deux mains puis j'ai pris la peine d'aller m'excuser puis de dire que je regrettais puis que ça avait aucun bon sens tout ce que j'ai pu lui dire ou faire subir. Puis je me suis fait un peu écœurer par les autres par la suite à cause que j'ai fait ça puis qu'ils me traitaient de peau mouillée ou peu importe. Mais j'ai finalement réussi à m'en aller par leur faire comprendre. Je sais pas si c'est à cause de moi, mais tu sais, j'arrêtais pas de leur dire que ça avait aucun crise de bon sens puis c'était quand même devenu des amis par la suite. Puis ils ont fini par réaliser aussi. Je sais pas si c'est à cause de moi, je penserais pas. Mais pour ma part, moi, c'est vraiment Rocky Horror Picture Show qui m'a appris à accepter les autres puis à avoir du respect. Puis pour moi, c'est déjà quelque chose, une valeur importante dans la vie. Puis si ça prend ça à mon gars pour respecter les autres aussi, ben je vais y faire écouter avec plaisir de Rocky Horror Picture Show. Mon troisième film, 500 Days of Summers. Je suis quelqu'un de très sentimental. J'adore les histoires d'amour, je m'en cache pas. Ça me fait rêver. Quand j'étais jeune, l'histoire d'amour dans Titanic, ça me faisait rêver. Je voulais vivre ce style d'histoire d'amour-là, qui est impossible. Ça reflète pas la réalité. Puis la plupart des gros films hollywoodiens de comédie d'amour, ça la reflète pas. Mais il y a certains films qui tentent d'apporter une dose de réalisme de cet amour-là qu'on peut vivre de nos jours, parce que j'ai eu beaucoup de relations de merde. Ça s'est pas passé comme je le voyais dans mes films, j'ai souvent été déçu. Puis j'avais eu une relation que j'aimais vraiment quelqu'un, mais la personne s'en foutait ou elle voyait ça plus comme du sexe, comme juste du sexe, c'était pas important. Puis étonnamment, le style de relation que j'ai vécu, ça ressemblait vraiment à 500 Days of Summer que j'ai découvert vraiment plus tard. Mais ça m'a comme aidé à faire la paix avec mon passé puis à oublier la fille que finalement elle était juste pas faite pour moi puis que c'est pas la seule fille qu'il y a sur Terre, on va en trouver une autre. Puis c'est un peu ça qui arrive à la fin de Joseph Gordon-Levitt. Puis je pense qu'il faut juste pas rester accroché puis se faire du mal aussi longtemps. Puis que juste de laisser les choses aller, il faut pas forcer. Je veux dire, quand on va tomber sur la bonne personne qui va nous aimer autant qu'on l'aime, c'est supposé se faire naturellement. On n'est pas supposé faire en sorte que l'autre doit nous aimer de manière forcée. Tu sais, si la personne nous aime pas, c'est pas en faisant 10 000 trucs qu'elle va plus nous aimer. C'est une question de sentiment, on choisit pas ça. Puis c'est ça que j'ai encore plus réalisé avec 700 jours avec Summer. Puis ça m'a juste aidé à faire la paix puis finalement à être bien aujourd'hui puisque j'étais avec mon âme sœur, Chantal Brouillard. On a un enfant puis je suis vraiment vraiment bien dans ma vie puis je regrette pas tout le parcours que j'ai vécu pour me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Puis je trouve ça juste vraiment bien. Puis c'est un film que j'aime beaucoup. C'est une des plus belles histoires d'amour, même si en même temps c'est difficile et triste, parce que ça me fait juste réaliser. Ça fait juste réaliser que l'amour, c'est pas un conte de fées comme dans les films. Puis que il y a des bons moments, mais il y en a aussi des très mauvais, mais qu'on finit toujours par s'en sortir. Labyrinthe. Labyrinthe avec la belle Jennifer Connelly puis le David Bowie. Labyrinthe, c'est le film qui me fait rêver. C'est le film qui me fait dire que dans le cinéma, il n'y a pas juste... Il y a pas juste des films d'horreur, il n'y a pas juste des films réalistes. Il y a des films qui sont là pour nous faire rêver, nous faire sortir de notre très quotidien. Parce que des fois, la vie est plate. La petite routine là, qu'on aimerait ça briser puis vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais Labyrinthe me le fait vivre. Il me fait vivre une histoire qui est en tant que telle impossible, mais qui devient réalité à l'écran grâce à Frank Oz, puis aux effets spéciaux de Jim Henson qui fait un travail remarquable. J'adore les vieux effets spéciaux style de Muppet Show, ces choses-là. Je trouve qu'il y en a de moins en moins de nos jours. Je trouve ça triste parce que c'est un des genres que j'affectionne le plus. J'aime beaucoup aussi Dark Crystal, mais c'est vraiment Labyrinthe que j'ai découvert en premier. Puis c'est un film que j'aime beaucoup revoir, qui me permet de sortir de ma vie quotidienne quand je fais un peu maussade puis que j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus magique, une petite touche de magique. Puis c'est ça, Labyrinthe, c'est juste un film magique puis ça m'aide à m'évader puis ça a fait en sorte que je garde encore plus mon cœur d'enfant aujourd'hui. Puis j'ai hâte de le faire écouter à mon enfant. The Killer de John Woo. The Killer de John Woo, c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma asiatique. C'est un des meilleurs films d'action qui a jamais été fait.
mais c'est aussi, je crois que c'est une pierre importante pour tous ceux qui sont pas familiers avec le cinéma asiatique, qui ont envie de connaître ça un peu plus. T'écoutes The Killers, ça va juste te donner tous les éléments que tu as besoin pour apprécier le cinéma asiatique, puis juste de vouloir découvrir tout ce qui a été fait par là-dessus. Parce que j'ai découvert John Woo avec ses films américains qui sont... Tu sais, Face Off, c'est vraiment bon, c'est son meilleur film américain, mais ça vaut pas un The Killers, un Outboard ou un Bullet Fun Dead. Puis The Killers, ça m'a juste fait montrer un cinéma que j'avais jamais connu. Le cinéma asiatique, c'est complètement ailleurs, c'est différent. C'est un style de montage, de réalisation, des chorégraphies, d'action, de violence. Tout devient poétique dans The Killers. Le film est vraiment brutal. T'as des scènes très sanglantes avec des grosses fusillades, mais John Woo et sa caméra, son style de montage, il arrive à rendre ça comme un ballet. C'est vraiment toute une belle chorégraphie. Puis j'ai découvert Chow Yun-fat, l'incroyable Chow Yun-fat, qui est génial là-dedans, puis qui est comme le bras droit de John Woo. Fait que écoutez The Killers de John Woo si vous ne l'avez jamais vu. C'est vraiment un des meilleurs films d'action jamais fait, puis ça va vous donner juste envie d'en découvrir plus dans le domaine du cinéma d'action asiatique. Karate Kid. Là, c'est con, parce que j'aurais peut-être dû faire ça avant de Rocky Horror Picture Show. Ça va aller un peu à contresens, parce que The Karate Kid, ça me fait réaliser que dans la vie, faut pas se laisser marcher sur les pieds, parce que Karate Kid, c'est pas si cheesy que ça. Je trouve que ça donne une belle leçon. J'aime beaucoup les conseils de M. Miyagi. M. Miyagi est génial, tout le monde. Je le voulais comme professeur. Puis au départ, Karate Kid, ça m'a juste donné envie d'aller apprendre des cours de karaté puis de péter à gueule à du monde, parce que au primaire, contrairement au secondaire, je me faisais un peu écœurer puis pousser puis tout le kit par des autres. Puis lorsque j'ai écouté Karate Kid, j'avais envie de prendre des cours pour leur péter à la gueule. Finalement, j'ai fait 2 cours. Puis j'ai abandonné parce que c'est pas comme on imagine quand on commence des cours de karaté. Au début, tu fais beaucoup d'entraînement, d'étirements, ces choses-là. Toi, tu veux tout de suite commencer à péter une planche de bois, puis à commencer à faire des prises, puis des clés. Mais ensuite, ça m'a fait réaliser que dans la vie, il faut juste pas se laisser marcher sur les pieds, qu'il faut mettre son pied à terre, puis pas forcément répliquer en tant que violence, ces choses-là, mais juste de montrer que on se laisse pas faire, puis gars, tu veux m'écœurer, t'as pas d'affaire à m'écœurer, puis juste d'essayer de régler ça de toute autre façon. Puis ça m'a permis de plus jamais me faire écœurer à l'école secondaire, à l'école primaire. Même si j'ai fini par le faire au secondaire, je me sens un peu mal, c'est cheap. Mais ça m'a pareil fait réaliser que dans la vie, faut pas se laisser marcher ses pieds, parce que sinon on va se faire marcher ses pieds toute notre vie, même en étant adulte, puis c'est une très mauvaise chose. Fait que... merci, M. Miyagi et Daniel San. Vous m'avez appris d'autres belles valeurs comme les autres films que j'ai mentionnés auparavant. Back to the Future. Celui-là, il est facile parce que pratiquement tout le monde aime Back to the Future. C'est très rare, le monde qui n'aime pas. Puis c'est une des plus grandes trilogies. C'est une des rares trilogies où les 3 films sont, pour moi, égales. Les 3 sont vraiment écœurants. Mais, puis qui a jamais voulu avoir une DeLorean comme première voiture? Qui a jamais voulu revenir dans le temps pour... changer des choses qu'on a faites, des choses qu'on a pu dire, essayer d'améliorer des affaires, de gagner les 6,49 à la loto. Mais aussi, ça m'a fait réaliser que s'il arrive des choses dans la vie, c'est pas pour rien. Chaque chose a une raison d'être là, que ce soit bien ou mal, pour nous faire grandir, nous faire avancer dans la vie. Puis que si on pourrait, ou qu'on aurait de la technologie pour revenir dans le temps puis changer ça, ça ferait juste apporter d'autres shit, comme il arrive à Marty, il a beau changer ou essayer de faire des nouvelles choses, ça fait juste empirer sans arrêt. Puis finalement, non, faut juste accepter les choses comme ils sont, puis y aller de l'avant. Puis Back to the Future, ben, ça m'a fait réaliser ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai regrettées, que j'ai des choix que j'aurais pas dû faire ou que j'aurais dû faire dans la vie, mais que finalement, au point où je suis rendu dans la vie, ben, je suis quand même fier, je suis bien où ce que je suis. Puis si j'avais une machine en ce moment de DeLorean pour revenir dans le temps et modifier des choses, je le ferais pas, parce que je suis satisfait. Puis c'est ça, je pense que tout le monde devrait être satisfait du parcours qu'on va tous avoir dans la vie. Un peu trop philosophique, hein, aujourd'hui, M. Steven. Princess Mononoke. Il n'y a pas une grande valeur. Celui-là, par contre, ça m'a pas appris grand-chose dans la vie. Ça m'a fait, par contre, aimer le film, les mangas, puis les dessins animés, parce que avant Princess Mononoke, je voyais les dessins animés comme des films pour enfants,
C'était pas vraiment pour des adultes. Je trouvais ça bébé en tant que tel, même si j'aime beaucoup le Roi Lion, ces choses-là. Puis Princess Mononoke, ça m'a fait découvrir que les dessins animés pour adultes, ça existe. Les mangas sont là. Et je suis devenu tout de suite accro à ce film-là. J'ai trouvé que c'était juste incroyable. L'animation, les dessins, l'histoire que ça a. J'ai vraiment découvert juste un autre univers. Ça m'a fait découvrir les mangas, les bandes dessinées. Ça m'a découvert une nouvelle passion. En plus du cinéma qui coûte déjà cher. Mais non, c'est juste ça. C'est juste Princess Mononoke, ça m'a juste fait découvrir les BD, les mangas, puis les dessins animés pour adultes. Que j'en suis fan aujourd'hui. J'ai vu Akira, Ghost in the Shell, puis tous les gros classiques. Même si pour moi, Princess Mononoke reste le meilleur. Mais en cas là, je pense que ça dépend dans l'autre qu'on peut les voir. Beaucoup ont vu Akira, puis pour eux, Akira c'est le best ou Ghost in the Shell. Ben moi, je crois personnellement que ça dépend peut-être de l'ordre. T'sais, comme pour Dario Argento, tout le monde tripe sur Suspiria, puis c'est comme le chef-d'œuvre de Dario Argento. Moi, j'ai vu Inferno avant, qui a été vraiment une claque. J'ai vu Suspiria plus tard, j'ai adoré Suspiria, mais on dirait qu'Inferno m'a laissé une plus grosse empreinte parce que ça a été ma première vraie expérience avec Argento. Fait que Princess Mononoke, c'est un peu la même affaire, ma première vraie expérience avec les cinémas manga asiatiques. Fait c'était pour ça que je l'aime autant. Police Story de Jackie Chan. Pourquoi Police Story de Jackie Chan? Parce que c'est un des meilleurs films d'action aussi qui a jamais été fait, mais c'est le film de fight qui m'a fait voir, qui m'a fait découvrir autrement les films de fight. Moi qui pensais que les Jean-Claude Van Damme avec son grand écart, puis les Steven Seagal, puis les Chuck Norris, c'est ce qu'il y avait de mieux dans le domaine. J'avais vu évidemment les films américains de Jackie Chan, que j'aimais beaucoup, là, vu que j'étais jeune et j'avais pas une grande culture, Rush Hour, tout ça. Mais lorsque j'ai parlé avec un de mes amis qui était fanatique de cinéma asiatique, il m'a dit, gars, écoute Police Story si t'aimes Jackie Chan parce que t'as rien vu de ce que le bonhomme est réellement capable, parce que là-dessus, il réalise, il chante ses chansons, il fait toutes ses cascades, puis il tient le premier rôle. Puis c'est juste incroyable. Je veux dire, les fights là-dedans, c'est hallucinant. Ça m'a fait réaliser que les Américains savent pas bien filmer des fights, ce qui est tout le contraire du cinéma asiatique. Ils font tout le temps des cadrages trop proches, des gros plans, puis les montages c'est cut. Les opposants ont à peine le temps de donner un coup que la caméra change déjà. Ils ont juste de la misère à enchaîner plusieurs coups dans une seule prise, tandis que dans le cinéma asiatique, c'est des plans larges. Puis des fois, les scènes peuvent durer 40 secondes, une prise de 45 secondes, puis que les opposants vont se donner plusieurs coups dans des chorégraphies hyper rapides puis impressionnantes. Puis Police Story, ça m'a juste fait capoter. Puis c'est un film en même temps qui a eu une grosse importance dans le cinéma d'action parce que ça a beaucoup influencé le cinéma d'action. T'as Bad Boys 2 de Michael Bay qui a repris littéralement la scène d'intro dans le bidonville lorsque les voitures détruisent complètement tout ce gros bidonville-là. Puis que Michael Bay a repris, ou Tango et Cash avec Sylvester Stallone puis Kurt Russell aussi, qui ont repris une scène d'intro de Police Story avec un autobus puis un revolver, vous pouvez aller le voir sur YouTube. C'est plan pour plan la même affaire. c'est vraiment drôle parce que j'ai vu ces autres films-là avant, puis au départ, je suis comme « Hey, Police Story, copiez ça? » Non, Police Story, c'est ça qui a parti ça. Puis je pense que c'est là que j'ai encore plus aimé Jackie Chan, puis que j'ai encore plus déclenché mon amour pour les films de fight, qui aujourd'hui, avec The Raid, j'ai vécu un peu de même expérience de Raid, a apporté un nouveau style. Mais je ne vais pas reparler de The Raid, là, j'en parle tout le temps. Mon dernier, Billy Elliot. Je pense qu'on a toutes une grande passion dans la vie, quelque chose qui fait en sorte qu'on se sent bien quand on le fait, qu'on aime plus que tout. Moi, c'est le cinéma, évidemment. Quand je me sens pas bien dans ma peau, que j'ai des journées maussades ou peu importe, s'il y a une chose qui arrive à me faire sentir bien, c'est écouter un film ou parler de cinéma. C'est pour ça que j'aime autant faire des podcasts, puis être sur Horror Gamer, puis Bras de fer avec Jeff, parce que je me sens tellement bien lorsque je parle de films ou que j'écoute des films, ça fait sortir tous mes problèmes, puis je me sens juste moi-même parce que c'est vraiment ce qui me fascine dans la vie. Puis Billy Elliot, lui, c'est la danse. Puis à chaque fois Billy Elliot se sent pas bien ou qu'il y a quelque chose par rapport à sa famille, dès qu'il danse, il arrive à s'évader. Puis quand il danse, c'est juste incroyable les scènes de danse lorsque le jeune acteur, j'ai oublié son nom,
J'ai complètement oublié, mais les scènes de danse, lorsqu'il est complètement en colère après sa famille qui n'arrête pas de se chicaner ou qui n'accepte pas qu'ils veulent faire de la danse, ça me fait capoter, c'est vraiment génial. Puis en même temps, c'est ça qui m'a donné envie d'être père, étrangement, parce que j'avais hâte d'être papa dans ce temps-là, puis d'être un jour parent, puis d'accepter la passion de mon fils pour qu'est-ce qu'il allait aimer faire dans la vie, j'allais le supporter dans tout ça. Puis juste le fait d'imaginer voir mon fils accomplir de telles choses, je serais tellement fier de lui. Puis je trouve que c'est une belle morale, ça, avec dans le film, de montrer la relation père-fils, puis que le père finisse par accepter la passion de son fils, puis que c'est pas. C'est ça qu'il veut faire dans la vie, c'est ça qu'il aime. Pourquoi en empêcher? Pourquoi lui faire d'autres choses qu'il voudrait pas? Puis la scène où il finit par danser devant son père, puis lui montrer ce qu'il sait faire. Émotionnellement, la scène est juste puissante, ça vient me chercher à chaque fois. Puis je trouve juste que c'est un film formidable, ça vient me toucher, puis je me sens juste bien quand j'écoute ce film-là. Je trouve que c'est un beau film, puis une belle manière de montrer les relations père-fils qui sont pas toujours faciles. Fait que Billy Elliot, c'est un grand film. Eh bien, c'est pas mal ce qui conclut la petite vidéo, rien d'extraordinaire, mais j'espère que vous avez apprécié. Si vous aussi, vous avez des top 10 de vos films qui vous ont influencé, n'hésitez pas à l'écrire ou même à faire une vidéo, c'est vraiment cool. On pourrait peut-être le publier dépendant de JF, dans le fond. Mais c'est ça. Fait que, au plaisir de refaire une autre vidéo ou on se retrouve sur les podcasts. Ciao!